Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir Stéphane qui réalise ce libre journal. Comme Stéphane vous l'a indiqué dans son annonce, vous pouvez nous envoyer des messages à l'adresse électronique suivante courtoisie@rc.fr. Ce soir, notre libre journal de la souveraineté aura pour thème « Les conflits en cours vers la paix, un nouvel ordre international est-il possible ?» Et pour nous entretenir de ce thème, je reçois Roland Lombardi. Bonsoir Roland Lombardi. Bonsoir Michel. Alors Roland Lombardi, vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes directeur de publication du site d'information Le Diplomate. Et c'est un site extrêmement intéressant que je consulte quotidiennement. Et pour accéder à ce site, vous tapez www.lediplomate.media ou sur un moteur de recherche, Google, vous tapez lediplomate.media et vous accédez au site et il est en lecture libre et il offre des articles tout à fait remarquables. Hein. Alors, vous enseignez aussi la géopolitique à l'école de commerce de La Rochelle Business School et vous êtes l'auteur chez VA Éditions, entre autres de Abdel Fattah al-Sisi, le Bonaparte égyptien, Sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire, Poutine d'Arabie, les 30 honteuses, et je vous avais reçu pour un certain nombre de ces livres. Absolument. Et donc, je suis très heureux de vous recevoir ce soir avec une actualité internationale particulièrement chargée et deux conflits majeurs qui marquent aujourd'hui les relations internationales. La riposte israélienne à Gaza à la suite de l'action terroriste du Hamas du 7 octobre 2023, d'une part, et la guerre menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine depuis le 24 février 2022, d'autre part. Mais d'autres conflits moins prégnants dans la communication médiatique se déroulent à travers le monde. La guerre civile du Soudan. Il y a eu les affrontements entre l'Inde et le Pakistan à la frontière du Cachemire en mai 2025. Très récemment, le 9 octobre, un affrontement peut-être inattendu entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et puis demeurent les zones de tension en mer de Chine méridionale et entre la Chine et Taïwan. Plus largement, nous avons cette opposition, notamment au travers d'organisations internationales, l'Organisation de coopération de Shanghai ou les BRICS, entre un Sud global et l'Occident. Alors, s'agissant des deux conflits majeurs sur lesquels nous allons revenir longuement, s'ils impliquent directement ou indirectement les grandes puissances, la Russie a attaqué l'Ukraine, et les États-Unis, présidés par Donald Trump, ont pour objectif d'y mettre fin à ces deux conflits. Ils sont d'une nature fort différente. Il faut le reconnaître, le plus complexe à résoudre est celui du Proche-Orient, qui oppose Israël à un environnement qui lui est hostile et dont les prémices remontent à la fin du XIXe siècle. Au-delà du problème posé par la création d'un État qui soit propre aux Palestiniens, il y a la question de la mise en place d'une cohabitation pacifique sur une même ère de deux civilisations profondément différentes dans leur conception et dans leur histoire, avec chacune leur légitimité quant à leur existence sur cette terre de Palestine, sachant que pour une part de l'une des parties, cette légitimité est considérée comme exclusive. Alors, Roland Lombardi, où en sommes-nous après le sommet de Sharm el-Sheikh du 13 octobre dernier et du plan adopté sous l'égide des États-Unis, sachant que la phase 1 est en cours de fin, si j'ose dire, puisque tous les otages israéliens vivants ont été rendus. Par contre, en revanche, les corps n'ont pas tous été rendus et je crains fort qu'ils ne soient pas tous rendus. Oui, absolument. Donc, comme vous le dites, nous sommes dans la phase 1 du plan de cette trêve, plus qu'un accord de paix. On y reviendra. Oui, c'est un accord de paix, mais actuellement, dans la pratique, voilà, on va dire que c'est une grosse pause, mais je suis assez pessimiste, mais bon, on en reparlera plus tard. Oui, donc nous sommes dans cette première phase qui s'approche justement de la fin, puisque comme vous l'avez très bien dit, les otages vivants ont été libérés. Il reste les dépouilles, malheureusement, des malheureux otages qui ont péri à Gaza. Et là, justement, il y a quelques difficultés parce que le Hamas, apparemment, n'a pas la main sur tout. Il a annoncé hier ou avant-hier, je crois, qu'il y avait quelques corps tout simplement, il ne savait pas où étaient ces corps. Donc, c'est un peu problématique. Dans cette phase 1, il y avait le désarmement aussi du Hamas, et là, on en est loin, puisqu'on l'a vu que le Hamas a profité justement de cette pause
des combats pour réaffermir son pouvoir à Gaza en éliminant tous les opposants et notamment une des plus principales tribus qui lui disputait un peu la gouvernance future peut-être de Gaza. C'est pour cela que je suis assez pessimiste. Même J.D. Vance, le vice-président américain qui était hier en Israël, l'a affirmé, le désarmement du Hamas sera très difficile. Voilà. Donc nous en sommes là. Il y a eu quelques frappes justement après la mort de 2 soldats israéliens. Donc vous voyez, c'est vraiment qu'une pause. Parce que je pense que ça risque de repartir, parce que le Hamas, en définitive, sait très bien qu'il est condamné, puisque dans la deuxième phase, voire pour la suite, l'accord global, le Hamas doit être désarmé et évacuer Gaza. Donc je vois mal accepter cette issue, sauf, on verra les pressions et les leviers d'action qui seront mis en place sur l'organisation islamiste. Mais en tout cas, c'est encore une situation très tendue et qui peut nous inquiéter pour la suite. Alors, justement, il y a 2 éléments très intéressants. Vous avez eu un grand entretien, donc publié dans Le Diplomate, avec Michel Fayad, qui disait que pour obtenir cette première partie de l'accord, les États du Golfe Persique avaient payé, avaient versé des subsides. Tout à fait. Puis vous avez dit aussi une chose qui me paraît extrêmement importante sur Gaza. Vous avez parlé de tribus. Ça veut dire que c'est une vision totalement différente, si j'ose dire, de la nôtre. C'est-à-dire que vous avez une organisation politique, le Hamas, mais vous avez à l'intérieur de Toujours. Gaza des tribus. Et comment ça peut s'articuler ou s'opposer, je veux dire, entre les uns et les autres? C'est toujours le Moyen-Orient. Si on perd le fait que le Moyen-Orient, c'est une composante de tribus, comme au Liban, hein, on parle des grandes familles, mais ce sont des tribus. Hein. Les Druzes en Syrie aussi, le rôle des tribus est très important. En Jordanie, n'en parlons même pas, même en Arabie Saoudite. D'ailleurs, le pouvoir réside sur une sorte de soumission des tribus rivales au Séoud. Et donc, à Gaza, c'est le même processus. Donc, une des tribus qui est la plus influente, la plus puissante jusqu'à présent, puisque là, il y a eu une grosse répression. Il y a plus de centaines d'exécutions sommaires, hein, filmées en plus. Donc ça pose problème pour la suite, parce que justement le Hamas essaye d'éradiquer toute opposition pour encore être la seule alternative pour gouverner. Mais je pense qu'il est dans l'illusion, parce que c'est bien clair dans les propos de Trump et de son équipe, et chez les Israéliens, et aussi chez les Saoudiens et les Émiratis, moins chez les Turcs et le Qatar, je vais y revenir, ne veulent plus du Hamas. Plus personne ne veut du Hamas. Donc, il sait que son temps est compté. Donc, le seul moyen de gagner du temps et surtout de paraître comme la seule alternative qui puisse tenir Gaza, c'est d'utiliser la force. Et c'est d'ailleurs une des... Alors, on a salué dans Le Diplomate, moi-même dans un édito, ce plan de paix. Même si je le dis, c'est plus une trêve qu'un plan de paix. Une trêve très fragile. Mais en tout cas, ça a permis de libérer les otages. Il n'y a que Trump qui pouvait arriver à ce résultat-là. Si on développe après sa politique au Moyen-Orient, on y reviendra. Et surtout, voilà, donc c'est un point très positif. Loin de moi l'idée de critiquer cet accord. Sauf que, en étant un observateur attentif de la région, on s'était aperçu que depuis quelques mois, et ça a été très subtil et très habile de la part de Trump, il avait écarté le Qatar, qui est le dernier parrain de l'organisation islamiste du Hamas, et d'ailleurs pas que du Hamas, puisque c'est encore le dernier parrain des frères musulmans dans le monde, et de la Turquie d'Erdogan, qui, rappelons-le, toujours le rappeler, qu'Erdogan est un frère musulman turc. Donc il les avait écartés des dernières négociations, et c'est pour cela qu'il y avait eu la frappe d'ailleurs à Doha israélienne qui a fait grand bruit dans la région, mais Trump avait laissé faire. Il a dit qu'il n'était pas au courant, mais en fait, il était très bien au courant de ce qui allait se passer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'était un coup de pression sur les Qataris. À cette époque-là, ils étaient vraiment sur la touche. C'était justement les Émiratis, les Saoudiens, avec l'Égypte, qui est incontournable dans ce dossier, qui était au cœur des négociations.
mais habilement donc en les écartant pour les faire revenir dans le jeu parce qu'ils savaient pertinemment que le Hamas ne pouvait écouter que le Qatar et la Turquie. Il les a fait revenir dans le jeu pour avoir ces concessions du Hamas qui étaient très fragilisé au bord de la chute. Et c'était le seul moyen d'avoir un levier d'action sur le Hamas qui était dans une logique suicidaire. Voilà. Donc maintenant, le problème, c'est que donc, le Qatar et la Turquie sont revenus dans le jeu. Et là, donc, il y a des négociations, il y a des pressions de part et d'autre pour clairement, le Qatar ne le dit pas, même si il a signé il y a quelques mois lors d'une grande conférence dans le monde arabe sur le désarmement du Qatar, qui est historique. Donc plusieurs pays du monde arabe avaient appelé au désarmement du Qatar. Malgré cela, on connaît la politique assez fourbe du Qatar et sa politique du double jeu fait tout pour que le Hamas puisse avoir encore droit de cité à Gaza. Et la Turquie, bien sûr, également. Parce que, bien sûr, lorsqu'il n'y a plus de Hamas à Gaza, c'est fini. Le Qatar n'aura plus d'influence dans cette partie-là. Donc voilà où nous en sommes. Et c'est donc alors on va voir qu'on a très souvent sous-estimé Trump. Je dis que c'est une erreur d'avoir... Mais bon, c'était le seul moyen, encore une fois, comme je l'ai dit, de faire entendre raison au Hamas. On verra la suite. En tout cas, l'objectif, il est clair, c'est d'éradiquer le Hamas de Gaza. Alors, vous parliez du Qatar et de la Turquie. Alors, au Qatar, les frères musulmans, le Qatar est très proche des frères musulmans, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le parrain principal et le premier financier et de cette Erdogan organisation. est un frère musulman. Absolument. Tandis qu'au contraire, en Arabie Saoudite, en Égypte, les frères musulmans sont considérés comme des organisations terroristes. Noir sur blanc. Voilà. Alors ça c'est important. Donc, en intégrant le Qatar... D'ailleurs, je rappelle qu'à Sharm el-Sheikh, il n'y avait pas l'Arabie Saoudite ni les Émirats arabes unis. Donc c'est un signe. Oui, Ben Salman n'était pas présent. Voilà. Alors il y a aussi un acteur qui n'était pas présent, c'est Netanyahou. Il paraît que c'est la Turquie qui s'est opposée à sa venue. Oui, c'est une des rumeurs et c'est fort possible. Et puis c'est compréhensible. Voilà. Il fallait y aller doucement. Alors, vous parliez de Trump et avant de revenir sur la situation en tant que telle au Proche-Orient, Trump, président des États-Unis, il se trouvait, si j'ose dire, dans la même position que son prédécesseur Biden. Les États-Unis n'étaient pas partie prenante directe au conflit, étaient alliés d'Israël, donc Trump et Biden se trouvaient exactement dans la même position. Il y en a un, Trump, qui a réussi à engager non seulement une négociation, mais à aboutir à un premier accord, tandis que le prédécesseur, malgré les efforts de son secrétaire d'État, n'est arrivé à rien. Comment peut-on expliquer parce que là, c'est véritablement l'homme et la politique. Vous avez absolument raison. C'est une politique totalement différente. Alors déjà, rapidement, on l'a dit rapidement, pas la peine de s'éterniser là-dessus. Pendant 2 ans, les Américains n'ont rien pu faire au Moyen-Orient. Aucune pression sur Netanyahou, aucune pression sur les partis adverses. Ils étaient quasiment absents malgré leurs efforts. En ayant critiqué tous les États un peu forts de la région, ils étaient obligés d'aller à Canossa pour essayer de les faire revenir dans le jeu, mais bon, plus personne n'avait confiance, donc voilà, c'était compliqué, donc c'était un véritable fiasco. Et puis il y avait une dimension idéologique. Le Parti démocrate, ces dernières années, et d'autant plus ces derniers mois, on l'a vu partout, aux États-Unis, mais aussi en Europe, les partis de gauche avait une branche de plus en plus importante qui était pro-palestinienne. Donc voilà, il tergiversait, il était coincé, il y avait les élections qui approchaient. Donc voilà, ça a été un véritable fiasco. Trump, il a repris sa politique de 2016, c'est un pragmatique, c'est un réaliste. Sa politique, elle s'appuie sur au Moyen-Orient, j'entends. Sa politique, elle s'appuie sur 2 éléments importants. La première, c'est, il sait très bien, tout à l'heure on en parlait en aparté, que tout est une question d'argent. Voilà, pour régler un problème, il faut taper au portefeuille. Voilà. Donc il est arrivé, le message subliminal, même direct, en coulisses, mais direct toutefois, a été, bon les gars, vous allez arrêter parce que je vais couper toutes les aides. Voilà. Déjà ça fait réfléchir beaucoup de monde. Voilà. Tous ceux qui ont intérêt, à la fois chez les Israéliens, comme dans le camp arabe, tous ceux qui avaient intérêt à la guerre, d'un coup ils se mettent à réfléchir. Donc ça c'est radical, et ça a fonctionné.
Ça, c'est une première chose. Et ça continue là, avec Gaza, dans toutes les autres négociations. Il fonctionne comme cela et ça marche très bien. Petite parenthèse, l'aide américaine aux Palestiniens, l'autorité palestinienne, c'est 1 milliard par an. Hein. Voilà. Donc, quand on dit qu'on la coupe, et il l'avait fait lors de son mandat précédent. Ça amène à réfléchir. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'en 2016, de 2016 jusqu'à 2020, il n'y a pas une seule roquette ou quelques-unes qui avaient été, parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc pas d'argent, pas de guerre. Parce qu'on le sait tous que cet argent est détourné massivement par l'autorité palestinienne et encore plus par le Hamas. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais ce qui est important, parce qu'on en parlait justement en aparté, le Hamas, il y a une idéologie, certes, mais vous avez des dirigeants qui sont corrompus. Ah, mais tout à fait. Donc, il est peut-être parfois plus facile d'actionner. Tout à fait. Mais je le dis, je le répète, quand on est historien, comme je le suis, on s'aperçoit que vous pouvez être le plus grand fanatique qui soit. Si vous n'avez pas l'argent, c'est le nerf de la guerre. Napoléon le disait, pour gagner une guerre conventionnelle, il faut 3 choses, de l'or et de l'or. Pour les guerres asymétriques, c'est la même chose. Vous pouvez être le plus fanatique, avoir la plus belle cause du monde, si vous n'avez pas l'argent derrière... Donc, si les vivres sont coupés... Et c'est exactement le plan de l'administration américaine aujourd'hui. Et ça va fonctionner en espérant que ça ne passe pas par des phases de violence, encore une fois. Le deuxième aspect de la politique de Trump, elle est très psychologique. Elle est très efficace. Il reprend un peu ce qu'avaient fait Kissinger et Nixon à l'époque. C'est que lui, il arrive, il n'a pas de message ambivalent. Il dit, moi, Israël, ce sont mes alliés. Je les protège, vous ne touchez pas Israël. À partir de là, tout est clair. Après, si vous voulez discuter, on discute. Après, c'est les Américains, hein, ils peuvent se le permettre, grâce à leur puissance militaire, leur puissance financière, etc. Mais en tout cas, c'est clair, le message est clair. À partir de là, vous pouvez mettre la pression sur les adversaires, mais aussi sur votre ami. Vous savez, les nations, c'est comme les hommes. Hein. Lorsque vous avez un très bon ami et que toutes les 5 minutes, vous lui faites des reproches, vous lui faites la leçon, le moral, le jour où vous devez lui demander quelque chose, il ne vous écoutera pas. Je prends l'exemple de l'Europe, notamment la France, avec Israël. Voilà, quand vous avez un ami qui vous dit il ne faut pas faire ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, ne fais pas ça, au bout d'un moment, tu lui dis oh, on arrête. Quand vous avez un ami qui lui, s'affirme comme votre protecteur, votre principal soutien, ben, lorsque vous lui demandez quelque chose, après, il se sent obligé d'accepter. C'est exactement ce qui s'est passé avec Netanyahou. Voilà. Et c'est ce qui s'était passé pour les accords d'Abraham, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'ailleurs, c'est si je veux dire, un négociateur hors pair. Ben oui, on l'a sous-estimé, mais le monsieur, il a quand même... Je vous l'avais dit, je l'ai dit ici avec vous. C'est pas un jeune débutant dans la vie, de toute façon. C'est pas un petit technocrate qui a jamais travaillé de sa vie. C'est un entrepreneur à New York. Voilà, à New York. Je le dis, je le redis à chaque fois. C'est une image qui fait rire mes étudiants. Il est né, a grandi et a évolué et a travaillé au milieu. En France, les hommes d'affaires, on les appelle des requins. Là-bas, c'est des T-Rex. Voilà. Donc les négociations, il connaît un peu quand même. Alors, donc aujourd'hui, on est à ce niveau de négociation. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le paysage ou la configuration géopolitique du Proche et Moyen-Orient a considérablement changé depuis le 7 octobre 2023. C'est avant et depuis la révolution iranienne, ou tout au moins l'évolution du régime iranien depuis 1979, le problème de l'Irak et autres, nous on parlait, les spécialistes parlaient, les experts, d'arc chiite. Aujourd'hui, cet arc chiite a disparu. Oui, quasiment. Oui. Alors, nous avons le Hamas. Alors, le Hamas, d'ailleurs, paradoxalement, le Hamas est sunnite, mais il avait été soutenu par l'Iran, hein, je crois, par rapport à une politique anti-Israël. Après des changements, hein, parce que pendant la guerre civile syrienne, le Hamas, qui était donc sunnite, frère musulman, soutenait la rébellion qui était sunnite et majoritairement sunnite, et surtout soutenu par les islamistes des frères musulmans et du Qatar, ne l'oublions jamais. Il y avait eu une brouille entre l'Iran, mais après, voilà, l'Iran, de manière pragmatique, après la guerre civile syrienne, avait récupéré dans son giron le Hamas pour avoir une arme au sud d'Israël. Alors donc, cette alliance avec le Hamas, sachant que je crois que nous ne sommes pas certains que l'Iran était parfaitement au courant de l'action du 7 octobre. Il paraît qu'il y a des interrogations sur le sujet. C'est quand même étonnant que l'Iran n'ait pas été au courant. Il y a quelques mois, je vous aurais dit que l'Iran était au courant. Après, maintenant, il y a d'autres sources qui sortent. En tout cas, les faits, restons sur les faits. Dernièrement, certains dirigeants iraniens ont reconnu que ça avait été une erreur. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire de leur point de vue. Si je vous pose cette question, c'est que
si on se place du point de vue de l'Iran, le bilan est totalement négatif. Ah oui, absolument. Le Hezbollah est Oui, d'ailleurs, très affaibli. si je peux parler de ça, justement, parce que c'est un grand débat avec des amis observateurs. Ça a été un grand débat lors des frappes, lors de la guerre des 12 jours. Étonnamment, certains de ses amis reprennent la propagande iranienne comme une victoire divine. Je ne vois pas où est la victoire. Là, encore une fois, restons sur les faits. Lorsque vous êtes l'Iran, que vous avez votre aviation qui est clouée au sol en 24 heures, que vous perdez 40 dirigeants de votre pays, militaires, des pasdaran, des troupes d'élite, des scientifiques, 40 personnes en 48 heures aussi qui sont éliminées, et que votre programme iranien est grandement touché, c'est loin d'être une victoire. Et même dans le monde arabe, justement, si ces mêmes amis qui défendent, entre guillemets, la cause iranienne, ou le discours iranien, voyageaient un peu dans le monde arabe, tous les officiers de toutes les armées égyptiennes, je parlais avec un ami de l'armée égyptienne dernièrement, Arabie Saoudite, enfin, tous les gens autour, pour eux, c'était une humiliation, quoi. Ils ont rigolé. En plus, ça leur faisait bien plaisir que l'Iran soit affaibli par Israël. Mais voilà, dans le monde arabe, c'est une humiliation. C'est clair et net. Qu'on ne ressorte pas l'idée que Israël a reçu, il a reçu quelques missiles, il y a eu quelques dommages importants matériels, mais combien de morts. Voilà. Si Israël a lancé cette opération, c'est qu'il savait très bien que il pouvait durer 15 jours, Israël. L'Iran, non, 10 jours, parce qu'ils n'avaient plus de missiles après. Donc on y reviendra si on parle de la guerre de 12 jours. Donc l'Iran a été bombardé, très affaibli, perdu donc une quarantaine de leurs dirigeants. Le Hezbollah, très affaibli en cours de désarmement. Bachar el-Assad... Là aussi, il faut être prudent. Le désarmement, ça ne va pas se faire aussi. Il faut être prudent. Voilà. Mais... Bachar el-Assad est tombé, le régime syrien a changé. Ça ne veut pas dire que le nouveau régime est particulièrement alléchant, mais en même temps, les Israéliens ont pris des gages. Alors, ils ont occupé le Golan, la zone démilitarisée, et ils ont bombardé activement, si j'ose dire, toutes non seulement les infrastructures militaires, mais tout le potentiel. Dès décembre, et ça, si vous avez lu mes éditos, vous l'avez lu, et je l'ai dit, c'est une scoop, peut-être à votre micro. Dès décembre, dès que Al-Joulani, comme on l'appelle encore au Moyen-Orient, a pris le pouvoir à Damas, le lendemain, Israël détruisait la quasi-totalité de la petite marine syrienne et surtout de l'appareil de l'aviation syrienne. Et de tout ce qui peut représenter une menace, qui pourrait représenter une menace. Avec les éléments qu'ils avaient en leur possession, et ils ont beaucoup d'éléments, les Israéliens, ils ont toutes les informations qu'ils veulent en Syrie, et les éléments qui leur manquaient, ils les ont eus des Russes. Voilà. Et les Russes, en partant, ils ont un petit message aux Israéliens. Voilà. Si vous manque quelques indices pour trouver certaines armes, elles sont là. Voilà, ça a été ça, on va revenir d'ailleurs que sur... Là aussi, vous voyez, quand on parle du Sud global, tous derrière la Russie, où on peut regarder les positions de la Russie sur le plan de la... Oui, on va revenir sur la position de la Russie. Alors, on s'aperçoit donc que l'arc chiite n'existe plus pour l'instant. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans cette évolution, parce que si on remonte au-delà du 7 octobre, dans ces guerres israélo-arabes de 56, de 67 et de 73 même, nous avions deux grandes puissances avec l'Égypte, deux grandes puissances régionales, la Syrie et l'Irak. Elles n'existent plus en tant que puissance régionale. Et je veux dire que c'est une... on n'imaginait pas à l'époque cette évolution, parce que l'Irak, depuis l'intervention américaine, et pour le moins... Alors après aussi, alors je savais que je suis un grand pourfendeur des néoconservateurs américains, mais toutefois, ces pays, s'ils sont... Alors on accuse Israël, on accuse les Américains, c'est vrai, il y a une grosse part de l'Occident qui a beaucoup fait pour détruire ces pays. Mais la part de responsabilité, et ce sont des Arabes qui me le disaient, ce sont des Irakiens, ce sont des Syriens, c'est un peu aussi des fautes intrinsèques. Voilà. Après, Alors, ce qu'était le nationalisme arabe a disparu. En revanche, a pris en effet une place importante, c'est le moins qu'on peut dire, c'est l'islamisme. Sachant que, comme vous disiez très bien, le Qatar et la Turquie soutiennent les frères musulmans, alors qu'autrefois, le régime turc était un régime laïque. Oui.
Et donc là, on voit des évolutions très profondes dans le temps. Alors, la question aussi, vous avez déjà abordé le problème, c'est l'attitude des différents pays du Golfe Persique. Alors, nous avons le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Mhm. C'est les trois entités qui comptent parce que le Koweït est moins Il y a pesant. l'Égypte aussi. Oui, mais L'Égypte. quand je parle des États du Golfe Vraiment Persique, oui, du Golfe du Persique. Golfe. Ah Alors, oui, en plus, il y a l'Égypte, bien sûr. les principaux, ce sont l'Arabie Saoudite et les Émirats d'un côté, et le Qatar. Voilà, ils sont vraiment incontournables. Et donc, alors, à votre avis, donc, par rapport à ce que vous nous disiez, donc, l'Arabie Saoudite et a fortiori les Émirats Arabes Unis font tout pour éliminer le Hamas. Ah oui, oui. En plus, voilà, parce qu'on oublie, bon, je le répète toujours, l'Arabie Saoudite d'après 2015, c'est pas l'Arabie Saoudite d'avant 2015. Hein. Le salafisme, le financement du salafisme, c'est fini. Hein. C'est fini. Voilà, MBS a fait un grand ménage dans son pays et à l'international pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons c'est Vision 2030. Moderne, exactement. Il promeut plutôt une branche vraiment très, 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 très quiétiste du wahhabisme, du salafisme, qui est le magdalisme. Mais autrement, voilà, donc il ne reste plus comme organisation structurée, puissante, influente encore en Europe, hein, parce que dans le monde arabe, ils n'ont plus du tout, sauf malheureusement en Syrie, à Gaza, mais ailleurs dans le monde arabe, les frères musulmans n'ont plus le vent en poupe. Donc non plus qu'en Europe, c'est quand même paradoxal. Donc c'est pour ça que le Qatar, pour revenir sur le sujet, le Qatar et la Turquie s'accrochent à Gaza, s'accrochent sur la Syrie aussi, mais même en Syrie, on le voit que MBS essaie de prendre l'ascendant. D'ailleurs, il a pris, grâce à sa puissance financière, sur Al-Joulani pour lui faire pression. Et le message est clair, comme les Israéliens, le message a été clair, c'est officiel. Les Israéliens lui ont dit, tu fais un pas de travers, tu es éliminé. Donc, c'est pour cela qu'il s'est mis sous la coupe des Saoudiens. Alors, il est obligé de jouer un peu les Saouds, les Turcs, les Qataris. Mais on le voit qu'il est très, très, très coincé dans sa marge de manœuvre. La Syrie d'Hafez al-Assad, c'est terminé. Oui. Alors, c'est une parenthèse, mais j'ai peut-être un peu l'esprit d'escalier, parce que vous nous parliez en effet de MBS, de la manière dont il marginalise les salafistes et autres. Est-ce que, à votre avis, pour parler justement de l'Arabie Saoudite en tant que telle, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un jour un retournement en Arabie Saoudite et d'un retour plus accentué des wahhabites, du wahhabisme? Vous savez, il y a eu depuis 2015, il y a eu 2 ou 3 tentatives d'assassinat sur MBS qui ont été très discrètes. Pendant quelques mois, il avait même disparu en 2018. On dit qu'il avait été blessé justement dans cette tentative d'attentat. Voilà, ce qui peut se passer, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a des clans qui ont été très, on va dire, très frappés en Arabie Saoudite, des clans, des familles qui veulent la fin de Séoul, notamment les Naïefs, qui veulent la fin de MBS. Bon, pour l'instant, il tient la barre, mais tout est possible. Et ça pourrait être un retour. Comme Faisal en 75, il peut être assassiné, et oui, ça serait un retour. Donc rien n'est. Alors, il assure. On ne va pas dire la continuité, il a placé dans tous les éléments stratégiques du pays, dans tous les postes stratégiques du pays, les membres de sa famille, de son clan. Ça marche comme ça, encore une fois, vous voyez, c'est les tribus. Hein. Il n'y a que des Méditerranéens qui peuvent comprendre vraiment la mentalité de la région. Donc voilà, mais bon, tout est possible. C'est pour ça que, et je vous rappelle même qu'à l'époque de l'administration Biden, dès qu'il est arrivé, lorsqu'il a sorti le rapport de la CIA sur Khashoggi, il disait clairement que MBS devait être destitué, voilà, parce que il poussait la famille des Naïefs, voilà, parce que c'était pas voilà, MBS. Il y a l'intérêt de Biden dans cette affaire. C'était simplement de la corruption. Tout simplement. Il faut aller voir qui finance les campagnes électorales. Voilà, il faut tirer ce chapeau aux Américains. On critique beaucoup les Américains, mais au moins c'est plus transparent que chez nous. Vous pouvez aller sur le site du Sénat ou sur le site de la Maison-Blanche, vous voyez qui finance les candidats au présidentiel et vous comprenez un peu les politiques qui vont être appliquées après par la suite. C'est aussi simple que ça. Alors, comme je parlais de l'Arabie Saoudite, il y a un événement qui est passé relativement inaperçu, sauf dans un certain nombre de médias. C'est l'accord qui a été conclu entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Hein, 2 pays musulmans,
le Pakistan est quand même un pays islamiste. Hein, et quel est l'intérêt de cet accord, sachant que depuis fort longtemps, il y avait une coopération étroite entre les deux pays. Est-ce que ça pourrait avoir une incidence éventuellement sur le développement du nucléaire militaire en Arabie Saoudite? Je pense pas, parce qu'il n'y a jamais eu... vous savez, quand vous avez l'arme nucléaire, vous la gardez pour vous, et rarement vous la faites partager aux autres, et même à vos amis. Bon, il y a eu quelques cas dans l'histoire, mais bon, ils sont très jaloux de cela. Mais en tout cas, au niveau civil, peut-être. Déjà, au niveau civil, il va y avoir une coopération au niveau civil. Et puis, ça lui permet aussi de diversifier. Vous voyez, MBS qui avait rejoint les BRICS, à cause de Biden, hein, il faut le dire, à cause de l'administration de Biden, qui a poussé l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis à rejoindre les BRICS et d'autres. Là, il diversifie. C'est revenu dans le giron de Trump, qu'il aime beaucoup. Et il diversifie, il y a toujours les Chinois en embuscade, puisque les Chinois sont son premier client en hydrocarbures. Oui, alors ça, on va y revenir. Voilà. Oui. Et le Pakistan, ça lui permet de diversifier, de faire un peu pression sur les autres acteurs de la région, parce que c'est quand même... Bon, c'est un pays relativement pauvre, mais puissant militairement. Et qui a... Attention, c'est moins qu'on puisse dire, avec l'Inde. Ah oui, en plus, voilà. Donc, voilà, c'est un nouveau levier pour MBS dans sa diversification de ses partenaires et de ses alliés. Alors, petite parenthèse, si j'ose dire, pendant qu'on parle du Pakistan, j'en ai parlé de l'introduction, petit événement, enfin moi je ne suis pas du tout un spécialiste, mais assez inattendu, c'est le conflit très court, mais enfin les bombardements réciproques entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et les talibans d'Afghanistan. Alors oui. Là, j'invite, pour entrer dans les détails, vos éditeurs à aller voir, nous avons produit quelques très bons articles sur le sujet. Voilà, ça a été très rapide, mais alors que les talibans ont été pendant longtemps créés, financés avec l'aide de l'Arabie Saoudite aussi. C'était la profondeur stratégique de exactement, Pakistan. pour nuire entre autres à l'armée rouge pendant la guerre. Ça a commencé d'ailleurs là, dans les années 80. Et là, bon, honnêtement, je ne peux pas vous dire dans les détails exactement pourquoi. Bon, il y a des raisons officielles. Mais c'est peut-être encore une histoire de tribu, avec le grand mot, d'allégeance. Voilà, ça se résout souvent par la force dans la région. Et quand ça ne dure pas longtemps, c'est qu'en fait, un accord a été trouvé. Et alors, est-ce que donc, l'accord entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan aura une influence importante sur la géopolitique de la région, ou c'est... plus, je dirais pas négligeable, mais enfin plus limité. Oui et non. Oui et non, parce que, quelle influence dans le conflit qui occupe tout le monde, et le plus important, c'est le conflit israélo-palestinien, on va dire, qui va être résolu. Tout à l'heure, je disais que j'étais pessimiste sur la trêve. L'accord de paix, c'est plutôt une trêve. Encore une fois, je suis très pessimiste parce que je pense qu'on va passer dans des phases de violence, de très grosses violences, mais au final, on arrivera au bout du bout au plan que Trump souhaite appliquer. Sauf que, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la région, il y a des forces dans tous les camps, arabes comme israéliens, qui n'ont pas intérêt à la paix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la guerre pendant des décennies dans cette région. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à la paix parce que pour eux, c'est un business politique ou un business tout simplement pécunier. Voilà. Espérons que Trump ne tombe pas dans les pièges. Et qu'au final, les accords d'Abraham seront relancés. Mais voilà, en tout cas, le passage obligatoire, c'est l'éradication du Hamas. Voilà. Alors, justement, avant de parler de l'avenir, dernier point, parce qu'il y a deux puissances qui ont été beaucoup plus discrètes, vous en avez parlé d'une d'entre elles, c'est la Fédération de Russie et la Chine. Alors, la Chine a été, publiquement, si je veux dire, très discrète sur le sujet. La Russie a ses propres préoccupations, et s'agissant de la Syrie, elle essaie de maintenir ses deux bases. Alors, qu'en est-il de ces deux pays par rapport à la situation, sachant que et la Fédération de Russie et la Chine ont des liens avec Israël, puisque notamment la Chine a des intérêts portuaires à Haïfa. Et avec l'Iran. C'est ça qui est assez, succulent. Rapidement, vous l'avez dit, la Russie était trop occupée
avec la guerre en Ukraine pour pouvoir défendre pour pouvoir défendre Assad, qui n'avait pas écouté les conseils des Russes, qui lui disaient il faut que tu luttes contre la corruption, parce qu'il y avait encore des gros problèmes économiques. Voilà. Bon, mais voilà, le résultat, c'est ce que je disais tout à l'heure, un peu les raisons intrinsèques à ces pays pour lesquels ils sont tombés. Si peut-être qu'il avait écouté un peu plus les Russes et qu'il avait un peu plus ouvert la répartition des ressources et des maigres ressources de la Syrie, il y aurait eu une normalisation, surtout avec l'arrivée de Trump. Ça aurait été la même chose avec Trump, d'autant plus rapide avec Trump. Sauf qu'à l'époque, c'est un coup de l'administration américaine, voilà, parce que le coup de force de Joulani n'aurait jamais pu se faire sans l'aval des Turcs, et les Turcs sans l'aval des Américains. Et c'était pourquoi ? Pour affaiblir les Russes, tout simplement. Donc ça a fonctionné parce que les Russes n'étaient pas en capacité de défendre le régime, et donc ils ont perdu la Syrie. Donc c'est un gros coup pour eux, hein. Mais ils sont pragmatiques, on l'a vu, là ils ont reçu Joulani. Donc ils sont en train de négocier le maintien de leur base, etc., de rester quand même présents dans la région. Par rapport je reste sur la Russie rapidement, sur le conflit entre Israël et l'Iran. Là aussi, mais certains de mes amis, lors des premiers jours du bombardement israélien, les Russes ne le laisseront pas faire, les Chinois ne le laisseront pas faire. J'ai bien rigolé, parce que les Russes se foutent royalement des Iraniens. Et les Chinois aussi, sauf pour un élément, quand je parlerai des Chinois, j'en reviendrai. Les Russes, si les armes qu'ils ont vendues aux Iraniens sont détruites, tant qu'elles sont payées pour eux, voilà. Et au contraire, ça leur permet de renouveler des ventes. Petit scoop, là encore une fois, je crois que je l'ai écrit quelque part aussi, lors des derniers jours, là, quand on se demandait ce qui allait se passer, et que les néoconservateurs et les faucons israéliens, pas tous les Israéliens, certains généraux disaient qu'il fallait calmer. Et je vais expliquer pourquoi. Pousser Trump à faire chuter le régime. Il y a une rumeur qui court, on n'arrive pas à la vérifier. On dit que aussi l'Iran aussi a de suite calmé le jeu. Donc il a bombardé la base américaine en avertissant, vous vous rappelez ça, ce cinéma, là c'est vraiment du cinéma. La base américaine du Qatar, oui. En avertissant tout le monde. Et surtout, on dit que le guide suprême aurait reçu les coordonnées de sa position, voilà, de la part des Américains ou des Israéliens, on ne sait pas, en lui disant bon, si tu n'arrêtes pas, tu es liquidé. Donc c'est à vérifier, les historiens peut-être pourront le vérifier mieux que nous. En tout cas, le scoop, c'est que les Chinois et les Russes, et surtout les Russes, lorsqu'ils croyaient que les Américains allaient dégommer le régime, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, encore une fois, je le précise, pourquoi ? Parce que, et c'est certains généraux israéliens qui l'ont dit, certains de l'entourage de Trump qui étaient tout à fait contre les interventions américaines pour lesquelles on a vu les résultats catastrophiques pour la suite, on dit au président américain non, il ne faut pas, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Voilà, si on dégomme les mots là, l'opposition, il y a une opposition, mais elle n'est pas unie. Voilà, ils sont très divisés, ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux, il n'y a pas de figure marquante donc ça aurait été un chaos total. Donc c'est pour cela que Trump, dans une pirouette géopolitique, tout le monde disait que ça y est, il est vendu aux néoconservateurs. Non, il a donc encore une fois un gros succès de Trump, et il est revenu à la négociation. Et donc, dans ce moment-là, les Russes et les Chinois, lorsqu'ils croyaient que les Israéliens ou les Américains allaient faire tomber le régime, ont eu des contacts secrets, notamment les Russes, avec les Israéliens, en disant vous avez qui pour la suite ? Voilà. Attention. Et les Israéliens ont dit oui, on sait que certains Israéliens, plus raisonnables, certains généraux israéliens, ont dit oui, on sait qu'on ne peut pas aller plus loin parce que ça va être le chaos, parce qu'il n'y aura pas de suite. Personne ne pourra prendre le pouvoir. Donc, affaiblir l'Iran. Et donc, l'Iran, les Russes et les Chinois étaient. Il y avait des déclarations verbales de soutien très diplomatiques, mais dans les faits, ils essayaient déjà de savoir qui allait être peut-être l'alternative au pouvoir des Mollahs. Donc, vous voyez, c'est très cynique, la géopolitique. Oui, tout à fait. Voilà. Alors donc, on voit position des Chinois, des Russes. Alors les Chinois, j'ai pas dit oui. Ah, oui. Les Chinois, tout simplement. Oui, c'est ça. Alors ils ont été très discrets, mais très influents, parce que déjà, vous l'avez dit, ils ont de bons contacts avec les Israéliens. Et avec bien sûr l'Iran. Pourquoi ? Parce que là aussi, la Chine est le premier client de l'Iran en termes de pétrole. Et souvent, lorsqu'il y avait des montées de tension, et notamment pendant la guerre des jours, je suis prêt à parier, il n'y a pas encore de traces, là aussi peut-être ce sera les historiens du futur, les Chinois ont pesé dans la balance pour dire aux Iraniens, attention, calmos, moi je veux mon pétrole. Voilà.
Donc, oui, c'est ça, c'est pour eux, c'est incontournable. Et je pense qu'ils ont quand même pesé dans la balance, hein, parce que ils ont investi beaucoup en Iran. Voilà, donc on écoute quand on est créancier, on écoute quand on est débiteur, on écoute notre créancier. Donc c'est ce qui est donc très discret, mais très très influent, je pense. Alors, il faut savoir aussi, je crois que les Chinois et les Russes, dans leur propre territoire, leur propre pays, ont maille à partir avec les islamistes. Hein. La relation entre Chinois et Ouïghours n'est pas parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a eu il y a toutes les républiques du Caucase. Donc, ça ne doit pas inciter Russes et Chinois à se montrer. Absolument. Et surtout, pour revenir sur les Russes, là aussi, beaucoup de mes amis disent beaucoup de bêtises, malgré tout, je ne sais pas pourquoi. Ils retombent dans les travers de nos adversaires dans l'idéologie, alors que les Russes, alors il y a eu des phases, notamment depuis la guerre d'Ukraine et même là depuis le 7 octobre 2023, de très grande froideur dans les relations israélo-russes. Mais c'est loin d'être, on est loin du divorce, quoi, là. Il y a toujours de très bonnes relations entre les Russes, notamment dans le domaine du renseignement et dans le domaine de la lutte contre l'islamisme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les quelques informations qui manquaient aux Israéliens pour détruire complètement les infrastructures militaires de l'ancienne Syrie, c'est les Russes qui les ont communiquées. Donc voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Et c'est dû ça c'est ce que j'écrivais dans Poutine d'Arabie, c'est dû à la politique très réaliste russe dans la région. Alors tout ça, c'est extrêmement intéressant ce que vous avez lu, parce que vous nous avez dressé le tableau d'ensemble. Et maintenant, nous pouvons peut-être passer quelques minutes pour l'avenir, parce qu'on voit, grâce à vous, nous voyons sur quel socle, si j'ose dire, nous reposons. Maintenant, quant à cet espoir de paix, est-ce que véritablement ça peut déboucher sur une paix durable, sachant, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est un conflit qui dure depuis plus d'un siècle. Hein. À long terme, je suis optimiste, et comme je l'ai dit, à court terme, beaucoup moins. Ce qui compte, c'est le long terme. Voilà, le long terme, je pense que oui. Encore une fois, je le dis, sauf, comme le dit très bien mon ami Michel Fayad, à payer, encore une fois, parce que comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, vous pouvez être le plus grand fanatique si l'argent, c'est toujours intéressant. Le Hamas ne va pas vouloir se désarmer. Le Hezbollah aussi. On voit qu'en ce moment, il y a des soucis. Donc, certains spécialistes, certains observateurs le disent, on en parle entre nous, Israël va être encore une fois chargé peut-être de poursuivre le travail, voilà, le sale travail, parce on accuse beaucoup Israël, mais en tout cas, ils font le ménage avec nos ennemis. Je le rappelle que ces gens-là, ce sont nos ennemis aussi, ce que beaucoup oublient. Hein. Oui, voilà. J'ai l'impression. Voilà. Et ça, c'est quand même terrible. Donc voilà. Pareil pour l'Iran. Bon, l'Iran, lui, là, il est très affaibli. Et là, il y a une série. On a produit un article justement dans Le Diplomate sur la nouvelle série de sanctions américaines. Vous voyez, c'est la stratégie de Trump. On tape au portefeuille. Et donc ça va être très compliqué, parce que là il y a des entreprises chinoises qui sont liées, des entreprises même émiraties qui vont peut-être faire pression sur le régime pour pouvoir négocier sur le. En tout cas, je pense que le régime iranien, soit là aussi on ne peut pas savoir. Pour l'instant, je vois pas de soulèvement organisé. Ça serait, on l'a vu, hein, après la guerre des 12 jours, les Pazaran en répression, ils s'y connaissent, et ils ont fait aussi une drôle d'épuration comme le Hamas à Gaza. Il y a eu plus de 1500, 1700 exécutions, des emprisonnements, voilà. Et alors, justement, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est très important pour savoir quand les gouvernements, les régimes sont renversés. C'est par exemple Bachar el-Assad, il avait plus de base populaire, si j'ose dire. En Iran, parce que quand on entend certains commentaires sur les médias de réfugiés politiques qui sont tout à fait honorables, mais est-ce que le régime, du point de vue, disons, son assise populaire, je dirais, a une assise si restreinte que ça? Est-ce que... de plus en plus. Oui, de plus en plus, parce que c'est ça qui menace un régime. C'est ça, et surtout que c'est un pays très jeune. Oui. Et la majorité de la jeunesse
Ce qui est fou, ce qui est paradoxal, c'est que là-bas, les filles risquent leur vie pour se dévoiler, et ici, ils le revendiquent. Voilà. Oui. Bon, ça, c'est un autre débat, à cause des frères musulmans. Oui, bien sûr. Exactement. Et donc, non, la jeunesse, et puis il y a de gros problèmes économiques depuis Oui, 2009. la situation économique est désastreuse. Des coupures d'eau, des coupures d'électricité, donc il y a une grogne. Mais encore une fois, soulèvement comme ça spontané, ça n'a pas trop d'avenir. Là aussi, c'est l'historien qui parle. Vous regardez les révolutions qui ont réussi, qui n'ont pas réussi. Pour qu'une révolution réussisse, il faut déjà une organisation. Voilà. Pas nécessairement nombreuse, mais motivée, efficace. C'est Lénine, ou les milles de Malaparte. Motivée, professionnelle pour encadrer tout ça. Après, il faut, si possible, un leader charismatique. Voilà. Là, pour l'instant, vous ne les avez pas. On développe par rapport à l'Iran. L'opposition en Iran, vous l'avez. Vous avez, par exemple, les Moudjahidines du peuple, ils sont très présents sur le terrain. Bon, là, les pauvres, ils en payent le prix parce que leurs militants, ils se font éliminer tous les jours. Il y a des exécutions. Pas de leader charismatique. Ils ont un soutien populaire, certes, mais là aussi, c'est divisé. Et puis, vous avez aussi la branche des Pahlavis. Là aussi, alors, c'est un symbole. Alors, certains Iraniens, quand vous discutez avec certains Iraniens, vous disent que c'est un symbole assez triste, c'est l'ancien Shah, tout ça. Mais en tout cas, c'est un symbole important aussi. Et c'est les deux forces principales de l'opposition qui ne peuvent pas s'entendre, qui n'arrivent pas à s'entendre. Donc, à partir de là, lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre, ça échoue. Alors, il n'empêche qu'à terme, le régime est condamné, probablement, parce que quand il sera tenté d'ailleurs d'assouplir. Voilà. Alors, l'autre facteur, c'est une aide étrangère, toujours. Il faut une aide plus. Alors là, ils l'auront. Il y aura les Israéliens, il y aura les Américains, sûrement. Ça, ils l'ont. Voilà, mais il manque quand même des éléments pour réussir cette révolution. C'est exactement ce qu'avait fait l'Iran, c'est exactement les autres. Les États-Unis avaient la France comme soutien extérieur à l'époque, avec Lafayette, tout ça, la marine française, l'argent français. Voilà, il faut tous ces éléments qui soient réunis pour que la révolution réussisse. Et là, il manque certains facteurs. Le régime, mais le régime était aux abois quand même. C'est-à-dire qu'il est obligé de donner du mou sur la corde de plus en plus. Et moi, ce que je vois plutôt, c'est peut-être une révolution de palais. D'ailleurs, il y avait entre nous, on avait certains échos qui disaient que les Israéliens cherchaient des relais au sein même des Pasdaran. Et en plus, quand vous avez un pays avec une situation terriblement catastrophique au niveau économique, c'est très facile de les corrompre. Voilà. Et d'ailleurs, on l'a vu. Les Israéliens ont de très très bonnes infos. Ils ont frappé qui ils voulaient, où ils voulaient, quand ils voulaient en Iran. C'est parce qu'ils ont de très bonnes infos, parce qu'ils arrivent à soudoyer certaines personnes importantes. Donc peut-être une révolution de palais, peut-être à la mort de Khamenei. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est Khamenei qui tient avec sa petite équipe. Et c'est compliqué pour eux. Mais on l'a vu, vous avez vu que bien Trump et les gens sérieux qui sont autour de lui n'ont pas écouté les néoconservateurs et ont été prudents justement de ne pas lancer une attaque contre le régime frontal parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Voilà. Donc on verra. Mais en tout cas, l'Iran est très affaibli et c'est l'avenir, et je pense aux Iraniens, les pauvres qui subissent le peuple iranien, qui subissent la répression, et en plus d'autant plus féroce, on l'a vu ces derniers mois. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci Stéphane. Alors pour terminer sur ce sujet, et large sujet, vous êtes optimiste quant à l'avenir sur le processus de paix. Il y aura encore bien entendu des séquences relativement difficiles, mais vous voyez qu'un jour, peut-être dans 10 ans, 15 ans, la situation au Proche et Moyen-Orient pourrait s'apaiser considérablement. Oui, je le pense, parce que encore une fois que ceux qui ont intérêt à la guerre, qui ont eu intérêt à la guerre pendant toutes ces années dans la région, seront écartés, et on l'a vu en Arabie Saoudite, on l'a vu avec peut-être la fin du Hamas, peut-être la fin du Hezbollah, de manière violente, ça c'est le risque à court terme. La majorité, et du côté israélien, certains faucons israéliens, les partis les plus extrémistes qui eux aussi n'ont pas intérêt
à la paix, peut-être même un peu Netanyahou au passage, mais en tout cas voilà, la majorité pour l'instant et même les peuples, ils veulent la paix. Voilà, donc il y a d'autres aussi du côté américain aussi. Voilà, c'est que les Américains aussi n'avaient pas intérêt à la paix dans la région. Pendant de nombreuses années, on l'a vu, hein, même ils provoquaient des guerres, ils ont provoqué des guerres. Et là, avec Trump, c'est terminé. Mais c'est pas pour les beaux yeux des Israéliens ni des Arabes. C'est parce que lui, il faut que ça soit calme en Europe et en Arabie. On en parlera pour l'Ukraine et au Moyen-Orient parce que son danger, c'est la Chine. Il faut qu'il se tourne contre la Chine. Et c'est pour ça qu'il est embêté parce qu'il veut que ça se calme vite ces guerres parce qu'il dépense du temps, de l'énergie, des armes dans ces conflits alors qu'il faut qu'il se concentre sur la Chine. Ça, certains ne l'ont pas compris. Parce que ça vaut pour nous aussi, hein, mais bon, là aussi, comme on n'a pas de on parlera tout à l'heure de voilà, donc là, à partir de là où le grand patron des affaires, l'américain, ne veut plus de conflit, et donc il est là pour un moment, et ses successeurs aussi, Vance aussi, sauf incident, j'ai bon espoir que les gens de la région veuillent enfin la paix. Et c'est prévu, ils l'ont annoncé. Hein. Il y aura les deux États, ça c'est sûr, même si Netanyahou n'en parle pas parce qu'il ne peut pas se le permettre, il le sait très bien. On l'a vu aujourd'hui, il y a eu un vote symbolique à la Knesset sur l'annexion. Vance a mal réagi. Hein. Et les Américains ont dit non, si vous faites furieux, ça, hein. si vous annexez la Cisjordanie, vous perdez le soutien américain. Donc, vous voyez la force de Trump. La réaction de Vance a été... Et de suite, Netanyahou a réagi et il va avoir du mal à faire entendre ça à ses alliés de la droite. Donc voilà, Alors, cela veut dire, Roland Lombardi, que l'islamisme n'est pas forcément l'avenir de la région. Ah non, dans la région... Oui, alors, il reste la Syrie, on verra, mais lui aussi, la Syrie, je ne mettrai pas un billet sur sa tête, monsieur Joulani. Même si le Qatar et la Turquie sont là pour essayer de donner des bouffées d'oxygène à tous ces mouvements-là, et ça en perd de vitesse dans la région. Il y a même dans la jeunesse un recul de l'islam. Même pas de l'islamisme, mais un recul de l'islam. C'est intéressant ça, oui. Ouais, c'est pour ça que... Il n'y a que chez nous, mais chez nous aussi, pourquoi ? Parce que les frères musulmans, c'est heureux comme un frère musulman en France, notamment en France. S'ils sont coupés de leur base initiale, c'est déjà... Et là, on revient à la politique générale. Là, vous avez vu, et c'est un moyen de pression de Trump sur le Qatar, c'est que là, l'administration américaine s'apprête à classer les frères musulmans sur la liste noire américaine des organisations terroristes. Là, si ça aboutit, et là, le Qatar, ils ont très peur, hein. Parce que les frères musulmans sont très très riches. Ils ont le soutien du Qatar, mais eux-mêmes sont très très riches. Ils ont une banque à eux, ils ont beaucoup de financement, etc., etc. Et donc ils sont très riches. Et donc là aussi, il faut taper au portefeuille, parce que si vous êtes inscrit sur la liste des organisations terroristes, il n'y a plus d'aide, plus de pouvoir, plus de transactions possibles. Donc ça serait compliqué pour eux. Et si l'Europe faisait la même chose, je ne donnerais pas cher des frères musulmans. Tout est une question d'argent. Tapez au portefeuille, vous n'avez plus de problème de frères musulmans. Hein. Tout simple. Alors, merci Roland Lombardi pour cette vision sur une région particulièrement agitée, ceci depuis fort longtemps. L'autre conflit majeur, c'est le conflit ukrainien, qui a un tout autre aspect. Et à l'évidence, Trump essaye d'aboutir à un accord, mais le parcours est difficile. D'ailleurs, je reconnais qu'on n'a pas du mal à comprendre l'attitude de Vladimir Poutine, parce que son armée marque le pas, parce que quand on voit la carte, certains nous font des comparaisons avec Hitler ou autre, mais enfin, bon, si le régime fut monstrueux, la Wehrmacht avançait quand même avec une rapidité beaucoup plus grande. Ça n'a rien à voir, et puis là, on entend beaucoup de bêtises là-dessus en plus. Ouais. Et donc, son armée marque le pas, incontestablement. Mais, et pourtant, certains nous disent qu'ils vont envahir l'Europe. C'est bizarre. Oui, non, mais c'est ça le paradoxe. Ce sont les mêmes qui nous disent... Quand on regarde, je crois qu'il est depuis le 22 septembre, le 24 février 2022, et par rapport aux régions qui ne contrôlaient pas en Ukraine, il a dû s'emparer de 15% du territoire. C'est ça. Bon, alors, justement, à partir de ce moment-là, et que dans sa relation avec la Chine, il n'est pas l'élément dominant. Ah non, loin de là. L'URSS est bien éloigné. On a du mal à comprendre quel est le ressort qui guide Poutine, je dirais, dans sa politique actuelle, et notamment vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de Donald Trump. Il a été très heureux d'être invité à Anchorage, parce que justement, ça lui permet aussi de s'extirper de la Chine, parce que certains spécialistes disent que la Russie est en train de se vassaliser.
Je ne connais pas trop le sujet dans les détails, mais c'est vrai que la Russie devient de plus en plus dépendante des Chinois. Et ça, c'est un problème pour les Russes, on l'oublie. Trump l'a compris. Parce qu'il a écouté Kissinger. Voilà, les Russes et les Chinois, ça n'a jamais été l'amour fou dans l'histoire. Là, c'est nous qu'on l'a poussé, donc qui avons poussé les Russes dans les bras des Chinois. Et aujourd'hui, les Russes cherchent, s'ils pouvaient se rapprocher des Américains, ça serait pas mal. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu la rencontre en Alaska, les Chinois faisaient grise mise. En tout cas, et du côté de Trump, c'est la même chose. Il faut séparer les Russes des Chinois. C'est tout simple. C'est pas besoin de s'appeler Kissinger ou Lombardi pour comprendre ça. Il faut regarder une carte. Lorsque votre adversaire, c'est la Chine, il ne faut pas du tout qu'elle soit alliée aux Russes. Donc, les séparer, c'est tout à fait logique. C'est la stratégie de Kissinger depuis bien longtemps. Séparer Moscou de Pékin. Et donc, à partir de là, lui, la Russie, il ne peut pas perdre la face aussi par rapport à son opinion, par rapport à la guerre. Alors là, il remporte quelques succès militaires, mais c'est très compliqué parce que pourquoi ? Les Ukrainiens sont de très bons soldats, ils sont très courageux, mais ils ont surtout l'OTAN derrière. Hein, voilà. Donc, s'il n'y avait pas l'OTAN, c'est Trump qui l'a dit, et c'est pas parce que c'est Trump qui le dit que c'est pas une vérité, ça n'aurait pas duré 2 ans. Voilà, quand vous avez l'OTAN en face, qui a des plans depuis 50 ans, ce sont les plans pour justement empêcher une invasion, une attaque russe, soviétique ou russe de l'Europe, avec la technologie de l'OTAN, c'est ça qui pose problème aux Russes. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de nous faire peur avec... il piétine. Alors sachant que dans l'histoire... Mais lui il grappille, il piétine, mais le temps joue pour lui, parce qu'il continue à bombarder les Ukrainiens, parce que comme ça, il n'y aura pas de suite. Parce que si c'est pour faire avoir une trêve comme en Israël et pour recommencer au bout de 2 ans, c'est pas son intérêt. Donc là, il a fait sa proposition, hein, c'était la dernière proposition qu'il a faite sur le Donbass en échange de certains territoires conquis de l'autre côté. Donc ils sont demandeurs, sauf que là aussi, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à la paix. Et là, ce sont des gens puissants et influents. On le saura. Les historiens, encore une fois, peut-être le décriront mieux que moi aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a des gens qui ne... Alors déjà, il y a les Européens, mais eux, ce sont des pantins dans l'histoire. Eux, ils obéissent à quelqu'un. Donc, mais en tout cas, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à cette paix. Donc, c'est bizarre. Mais au niveau russe, au niveau américain, Au niveau russe, il y a des faucons aussi au niveau russe, mais bon, Poutine a la main là-dessus. Mais c'est au niveau américain. Tout simplement, hein, je vulgarise au maximum pour que les auditeurs comprennent, c'est parce que c'est très complexe. Il faut voir, encore une fois, qui a financé la campagne de Trump et qui a financé la campagne d'Harris. Toutes les grandes sociétés du complexe militaro-industriel américain ont financé massivement la campagne d'Harris. Donc pour eux, la paix, au Moyen-Orient, la paix, eux, il faut qu'ils vendent des armes. Oui, c'est pas pour ce sont les Américains. Oui. Voilà. Donc, et là, donc tout simplement, quand Trump a été élu, qui a dit « moi je veux faire la paix », hop, ils sont allés voir. Et je suis persuadé que ça s'est passé comme ça. Les dirigeants européens, nos chers dirigeants européens, en leur disant nous, on ne veut pas de paix, hein, donc vous y allez. Voilà, à fond, on finance. On l'a vu, hein, il y a des précédents, il y a les vaccins, ça a été ça. Hein, les lobbies américains qui ont fait pression. Voilà. Bon, et les lobbies des armes, c'est les plus puissants de la planète. Et surtout américains. Donc moi, je vois ça. Voilà, ils n'ont pas de considération géopolitique, même si Trump leur promet, et il investit dans l'armement, il leur donne des gages. C'est ça qui bloquerait, parce que... mais je suis sûr que c'est ça qui bloque. Ouais, pourtant, on a l'impression que Trump veut arriver à un accord. Mais Trump, lui, est indépendant, mais il a des gens autour de lui. Et le complexe militaire, depuis 1945, le complexe militaro-industriel dirige le monde. C'est la fameuse Donc, ils savent faire. Ouais, absolument. Donc, ils savent faire. C'est-à-dire, les gens qui sont autour de Trump ne sont pas aussi riches que lui et pas aussi indépendants que lui. Ils ont des électeurs, ils ont des cantons. Et dans leurs cantons, il y a des usines d'armes. Voilà. Et on finance les campagnes comme ça. Et c'est transparent, encore une fois. Alors, et donc, s'ils n'ont pas le soutien Et c'est pour ça qu'il y a une partie des républicains qui sont pour la guerre et d'autres qui le sont moins. Et donc là, ils mettent toutes leurs forces. Et vous regardez qui est pour la guerre en Ukraine. Ce sont tous les gouverneurs ou tous les sénateurs qui ont des intérêts liés avec le complexe militaro-industriel américain. Alors, comment cela se traduit du point de vue de la politique américaine? Parce que c'est vrai, vu de l'extérieur, personne qui lit les journaux, on a l'impression que c'est Poutine qui est plus que réticent. Alors vous nous dites qu'en fait, c'est du côté américain qu'il y aurait des réticences, pas de Trump, mais de son entourage. Alors comment ces réticences s'expriment?
Avec les pressions sur les pressions. Là, d'un coup, là, vous avez vu que la réunion à Budapest a été annulée. Oui. Voilà. Alors, à chaque fois, il y a quelque chose. Donc, du côté russe, je vois pas trop. C'est vrai que les Russes sont exigeants, mais c'est une négociation. On est là pour négocier. Et du côté européen, alors les Européens montent toujours au créneau, mais parce qu'ils sont aux ordres. Voilà, parce que là, ils veulent nous réarmer, mais on va acheter 80% des 800 milliards prévus pour le réarmement de l'Europe. Il y aura 80% d'armes américaines. Ça, il faut bien que les auditeurs le comprennent. C'est la pression. Et c'est un des problèmes de Trump. Vous voyez, il n'est pas totalement libre. Mais alors alors, il est arrivé à faire avaler parce qu'il a dit ok, bon, vous continuez la guerre, mais c'est les Européens qui achètent les armes. Oui, ça a calmé un peu. De quelle manière, justement, j'insiste, parce qu'on a un discours de Trump qui, on a l'impression véritablement qu'il veut aboutir à un accord, mais vous nous dites qu'en fait, c'est la réticence est américaine et qu'au contraire, Poutine serait plutôt favorable à entamer des pourparlers, à aboutir à un accord. Alors, comment s'exprime cette réticence américaine qu'on ne voit pas apparemment vous voyez ce que je veux dire, hein. On ne la voit pas qui s'extériorise. Hein. Non, on a l'impression que c'est Poutine parce qu'il faut lire, parce que, et là encore une fois, je tire mon chapeau sur la presse américaine, même si c'est une presse d'opinion, mais elle est beaucoup plus libre que chez nous. Même dans les médias qui sont anti-Trump, il y a des choses qui passent. Là, hier soir, par exemple, on a sorti un article en urgence, le Wall Street Journal annonçait c'est de l'agite-propre, c'est de l'agitation révolutionnaire. Enfin, annoncer que les Américains donnaient leur autorisation à envoyer des missiles russes sur le territoire en profondeur de la Russie. Et Trump a démenti ce matin, vous voyez. Donc il y a toute cette manipulation, et Trump est seul, en fait, se retrouve seul. Alors, certains de mes amis me disent, mais il n'arrivera pas à s'extirper de cet état profond. Voilà, c'est l'état profond. Hein. Il est arrivé par rapport aux médias, mais bon, le plus important membre de cet état profond, c'est le complexe militaro-industriel qui, lui, veut continuer à vendre des armes. Voilà, Mais est-ce que finalement, malgré cela, vous avez tout à fait raison de parfaitement présenter les choses comme cela, est-ce qu'il y a des chances qu'un jour ou l'autre, finalement, on arrive à un accord qui sera une ligne de cessez-le-feu Ça dépendra, encore une fois, de Trump. On va voir si vraiment il est aussi génial qu'il le dit. Pour l'instant, il a prouvé qu'il n'était pas stupide, comme beaucoup le croyaient. Voilà, mais il a du mal. Alors, il s'énerve, il y en a qui jouent sur son énervement. Moi, ce que j'ai peur, c'est aussi d'une action de faux drapeau, ce qu'on appelle, pour envenimer les choses. Ça, c'est possible aussi. Bon, les Russes ne tombent pas dans les pièges. Il y a eu des tentatives avec les missiles et les drones abattus en Pologne, qui n'étaient pas des drones. Enfin, voilà, il y a des tentatives, vous voyez, de manipulation graves qui peuvent nous jeter dans un conflit. Justement, c'est très important, là aussi, ce que vous dites. On reparlera du rôle des Européens au Proche-Moyen-Orient, mais là, justement, quel rôle jouent les Européens dans cette affaire? Est-ce qu'ils sont moteurs, si j'ose dire, pas pour la négociation, mais au contraire pour l'aggravation du conflit? Absolument. Oui. À chaque fois, vous le voyez. À chaque fois après la rencontre de Poutine, Trump, après la rencontre de Zelensky, Trump, les Européens sont là comme les mouches du coche pour essayer de faire pression du côté de Zelensky en lui disant non, mais t'inquiète pas, nous on est là, il faut que tu continues, on te soutiendra. Voilà, le message, tel est le message. Et c'est ça qui pose problème. Bon, comme je l'ai dit, ce sont des pantins. Ils obéissent à certains ordres, je pense. Et puis après, pour eux, au niveau politique, c'est un moyen de faire oublier les problèmes de l'Union européenne. Bien sûr, les problèmes internes. C'est quand même grave. Et puis on voit le niveau d'incompétence. Alors heureusement, il y a certains pays qui le disent depuis le début, comme la Hongrie, comme la Tchécoslovaquie, qui commencent à dire, nous, même les Polonais, ils sont en première ligne. Et pourtant, ils sont en première ligne, qui disent calmos, parce que c'est
Parce que c'est un désastre géopolitique pour l'Europe. C'est ça qu'on ne comprend pas. Déjà, c'est faux. La Russie ne peut pas déferler sur l'Europe. Comme vous l'avez très bien dit, ils ont mis 3 ans pour prendre 30% du territoire de l'Ukraine. Même pas 30. On est à 20, 15. Voilà. Et puis, il n'y a pas besoin de ça. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils sont fatigués. Ça leur a coûté quand même beaucoup, cette guerre. Ils veulent que ça s'arrête aussi. Voilà, c'est vraiment de la propagande. C'est tout faux, tout ça. Alors, parce que pour les Européens qui ont des moyens militaires limités, il y a quand même un risque. On ne sait jamais, en effet, la provocation et autres, on ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Parce que, à la limite, il ne s'agit pas c'est ça qui est très dangereux. De soutenir la Russie, ce n'est pas le problème. Mais il faut être conscient des réalités. Et on ne sait jamais sur quoi peut déboucher ce genre de politique, d'autant plus que nous n'avons pas, malheureusement, c'est triste à dire, mais nous n'avons pas les moyens militaires pour s'engager dans un conflit. C'est ça qui est triste, qui est dangereux et triste, parce que ces gens-là sont dangereux. Les plus virulents, Macron, Van der Leyen, sont très dangereux, quoi. Parce que on critique beaucoup Poutine, mais allez voir les chaînes russes, les radios russes, qui disent qu'est-ce qu'on attend, pour les plus extrémistes, qui disent mais qu'est-ce qu'on attend pour frapper la Pologne, la France, qui nous sont nos ennemis, quoi. Poutine leur dit il est calme, heureusement qu'il est là, pourtant on le critique, hein. Mais voilà, ça va très loin, ça va très loin et c'est très dangereux encore une fois. Surtout que encore une fois, on se demande s'ils veulent pas la stratégie du chaos. Oui, on n'a pas cacher. En plus, ça, on n'a aucunement les moyens. Mais leur but, militaires. c'est quoi? C'est d'essayer de construire. Ils savent là, ils ont plus la chose qui leur fait plus peur que les Russes. Je l'ai dit l'autre fois à notre ami François Constantini, c'est la révolution Trump. Voilà, c'est ça qu'ils ont peur. Ça, ils ont peur. Ils savent que elle arrive en Europe. Quand j'entends la révolution Trump, c'est la révolution conservatrice. Oui, absolument, voilà, oui. Qui vont les balayer à plus ou moins long terme. En tant qu'historien, moi j'ai un regard, encore une fois, d'historien. L'Union européenne me fait penser à la fin de l'Union soviétique. Voilà. Vous savez, encore une fois, je me répète, mais les nations, c'est comme les hommes. Au plus vous êtes faible, au plus vous êtes méchant. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On voit la multiplication des censures, la multiplication de la propagande dans tous les domaines, parce qu'ils ont peur, voilà, parce qu'ils savent qu'il y a la révolution conservatrice alliée avec cette révolution numérique qui est historique. Hein. Nous sommes en train de vivre un moment historique et qui permet aux opinions publiques de s'informer autrement. Ils sont en train de perdre le pouvoir comme aux États-Unis. Les progressistes, les démocrates, etc. Ils sont en train de perdre le pouvoir de l'information. Et lorsque vous perdez le pouvoir de l'information, vous perdez le pouvoir tout court. Voilà. Donc quand vous n'avez plus le monopole de l'information, vous perdez le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Trump a été élu, non pas avec CNN, avec les grands groupes, même pas Fox News, il a été élu grâce aux médias alternatifs. Et ça va arriver en Europe. Et ça, ils le savent. Donc, ils savent que ça monte, donc il faut trouver des crises. Il faut trouver des crises parce que c'est les hommes d'État. C'est même pas des hommes d'État, c'est des politiciens médiocres qui gouvernent toujours par la peur. Voilà. Leur seul moyen maintenant de gouverner, c'est par la peur. Donc il faut qu'ils nous inventent des peurs pour essayer. Mais ça marche pas, même ça marche pas, on le voit. Il y a des résistances, des résiliences partout. Et ils sont en panique. Là, je sais qu'ils sont en panique. Il faut voir les choses avec réalisme. La puissance dominante, non seulement économiquement, militairement, mais le soft power intellectuellement, ce sont les États-Unis. Et tous les mouvements qu'on a observés depuis les années 60, le mouvement étudiant, l'école de Francfort nous est venu des États-Unis. Ce qu'on appelle le wokisme, même si les origines à travers... vous avez raison, il y a toujours cette bascule, ça part de l'Europe et ça revient. Et là, inévitablement, d'ailleurs on le sent dans les opinions publiques... oui, en plus on le voit, une fois, parce que c'est vrai que l'entourage de Trump, on l'a vu pour le Moyen-Orient, on le voit pour l'Ukraine justement, ils sont un peu dépassés, ils sont pas trop... Il manque un Pompeo, voilà. Le seul avec qui il aurait dû se réconcilier, c'était Mike Pompeo, c'est ma thèse, qui lui connaissait les arcanes, connaissait tous ces rouages, qui était un peu plus professionnel, qui avait beaucoup plus d'expérience. Les États sont un peu tous menacés. Mais en tout cas, ils placent leurs pièces, notamment au niveau des renseignements, donc c'est compliqué, il a essayé de nettoyer la CIA, etc. Mais il y arrivera. Et voilà, au niveau, on a vu Musk qui finance tous les groupes dissidents, entre guillemets, en Europe. Donc voilà, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Oui, surtout qu'autrefois, finalement, les grands groupes américains, enfin ceux de la Silicon Valley, soutenaient au contraire le progressisme
Et là, ils ont tourné la veste. Ouais. Ah ben oui, ça a été... les GAFAM, comme on appelle les GAFAM, étaient en première ligne pour faire tomber Trump. C'est eux qui l'ont fait tomber en 2020. Et pendant la dernière campagne aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas de guerre avec la Chine. Ils sont débiteurs des Chinois. Sans les Chinois, ils meurent. Et Trump est arrivé à les mettre dans sa poche. Et en plus, ils se sont aperçus que la vague était tellement profonde, la vague populaire profonde, très profonde et très puissante, et qu'elle allait durer, parce que même si Trump va faire qu'un mandat, derrière lui, il y a Vance, il y en a d'autres, ils voient que c'est un mouvement qui n'est pas anodin et qui n'est pas un accident. Donc, ils se sont résolus à suivre Trump, et il leur a sûrement promis, et on le voit dans la guerre actuelle, la guerre économique et surtout technologique avec les Chinois, la guerre des terres rares, lorsqu'il part du Groenland, du Canada, de Panama, etc., même avec les Russes, c'est les terres rares. Voilà, donc Trump a dû leur promettre qu'ils allaient trouver les terres rares, que les GAFAM sont tellement dépendants des Chinois pour trouver une alternative, pour pouvoir se les mettre dans la poche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, c'est pour ça que c'est pas idiot lorsque tout le monde se moquait, qui parlait du Groenland, qui parlait avec la Russie des minéraux, des terres rares, etc. Parce que ça, c'est peut-être on en reparlera tout à l'heure. On va en reparler, justement, parce que le temps avance, parce que vous avez, sur Le Diplomate, publié 2 articles sur la Chine et les terres rares. Et donc, nous en arrivons à la relation entre les États-Unis et la Chine, sachant que tout à l'heure, nous évoquions le Sud global. Il y avait eu cette réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, Let's Tianjin, ça s'appelle Tianjin maintenant, le 31 août et 1er septembre, qui réunit quand même une part importante des puissances non occidentales, puisque il y a la Russie, la Chine, 4 des 5 pays d'Asie centrale, le Pakistan, l'Inde d'ailleurs très hétérogène, très hétérogène, mais ce Sud global entre guillemets. Et puis il y a cette relation, en effet, entre la Chine et les États-Unis, sachant que s'agissant de l'Organisation de coopération de Shanghai ou des BRICS, c'est les Chinois qui sont leaders, si j'ose dire, en employant un mot qui est prescrit, enfin un chef de file, dirons-nous. Donc, qu'en est-il de cette relation ? Comment va-t-elle évoluer ? Il y a cette affaire de droits de douane, et puis il y a ce problème des terres rares, puisque c'est à la base des technologies les plus avancées. C'est le principal problème pour les États-Unis. Donc, encore une fois, n'importe quel observateur sérieux de la géopolitique, qu'il soit américain ou pas, vous direz que le principal danger pour les Occidentaux, je ne dis pas que pour les Américains, c'est la Chine. Donc, c'est même pas la Russie, c'est pour ça, encore une fois, c'est grand n'importe quoi. Voilà. Donc Trump, à partir de là, il sait que son adversaire et ses équipes, son adversaire principal, c'est la Chine, dans tous les domaines. Il annonce même, les Chinois, 2050, ils seront les patrons de la planète. Donc, pour éviter cela, il met tout en œuvre pour essayer de diminuer l'influence de la Chine. D'ailleurs, lorsqu'il a été réélu, tout le monde s'est moqué, tout le monde a rigolé, mais les Chinois ne rigolaient pas. Donc, eux, ils ne le sous-estimaient pas. Et il a prouvé. Donc, quelque part, et d'un point de vue d'occidental, il a raison, parce que nous aussi, nous subissons l'influence négative des Chinois, le pillage technologique, l'espionnage. Voilà, mais c'est bizarre, on ne parle que des Russes, mais des Chinois, très peu. Alors qu'ils sont beaucoup plus influents, beaucoup plus efficaces. Et donc, donc la bataille des terres rares, elle est majeure, parce que voilà, les terres rares, c'est les micros, les téléphones, etc. Il n'y a plus aucun système, les systèmes de défense. Et donc, la Chine possède 70% de l'extraction mondiale des terres rares et 90% du raffinage. Donc là, c'est un problème pour les Américains. C'est pour ça qu'ils cherchent partout. Voilà. Donc, et là, dernièrement, vous l'avez lu dans Le Diplomate, on n'en parle pas, c'est bizarre dans les autres médias, mais en tout cas, les Chinois le ministère du Commerce chinois a décrété que aujourd'hui, pour vendre leurs terres rares, il faudra avoir une autorisation. C'est-à-dire, et ça va coûter aux Américains qui achètent justement ces terres rares, ces composants pour leur propre justement industrie militaire en plus. Et ça, c'est terminé.
C'est-à-dire qu'il faudra une autorisation. C'est-à-dire que si cette vente est liée à, quelle qu'elle soit, une armée occidentale, la vente ne se fera pas. Donc il y a une restriction très grande sur les exportations des terres rares chinoises, et là ça va embêter beaucoup de monde, et les Américains les premiers. Donc vous voyez, il y a des coûts. Alors, il y a les mois précédents, il y a eu la guerre des taxes. Voilà, et... Voilà, donc pour lui, son principal objectif, c'est d'empêcher l'hégémonie future de la Chine, qui a bien commencé en plus. Le problème, c'est que c'est le piège de Thucydide. Lorsqu'il y a deux puissances, une émergente, une établie et une émergente, l'histoire le prouve, souvent ça finit en guerre. Sauf, l'arme nucléaire a un peu biaisé cette théorie. Alors, l'arme nucléaire, en effet... Et vous avez tout à fait raison, l'arme nucléaire a, disons, en effet, transformé la donne. Et puis, il y a un autre élément, c'est que vous avez raison, autrefois, donc, c'est le piège de Thucydide, mais avec toujours dans les puissances des démographies qui étaient fortes. Le problème de la Chine aujourd'hui, c'est que le taux de fécondité, c'est entre 1,1 et 1,2. Une population vieillissante. Voilà, et on est moins poussé vers la guerre quand, je dirais, la réserve de jeunesse devient rare. C'est ça. En tout cas, ils s'y préparent parce que ils ont mis les bouchées doubles dans leur... Alors, on est encore loin des 900 milliards du budget militaire américain. Les Chinois, c'est 250, donc on est très loin. Mais ils y travaillent, voilà, parce que l'histoire, malheureusement, même s'il y a les armes nucléaires, vous savez, la guerre, ça peut être purement conventionnel, même avec des armes nucléaires. Donc voilà, ils s'y préparent. Et donc, nous, les Français, particulièrement les Français, ça peut nous inquiéter. Parce que justement, quand il y aura la guerre des ressources, dans quelques années, dans 10, 20, 30, ça ne sera pas les Russes, ça sera les Chinois qui lorgnent nos îles dans le Pacifique. Ça, je crois que ça, vous avez tout à fait raison. Et on ne comprend pas l'attitude de nos gouvernants, parce qu'il est bien certain que pour la Nouvelle-Calédonie, on voit qui est derrière. Autrefois, c'était les Australiens et les Néo-Zélandais. Je crois que les Australiens et les Néo-Zélandais nous pressent de conserver. Absolument, parce que maintenant, ce sont les Chinois. C'est quasiment officiel, ce sont les Chinois qui payent les mouvements indépendantistes. C'est pas pour rien. Mais le jour où ils auront assez de force qui ne passeront plus par la diplomatie ou le jeu de l'influence, et qui voudront un territoire donné où aussi la situation des crises est telle, qui les empêchera de venir en Nouvelle-Calédonie ou sur d'autres, dans notre ZEE qui est très riche en plus. C'est ça qu'il faut défendre, c'est pas l'Ukraine. Oui, voilà, donc, mais on a l'impression... On a toujours une guerre de retard, voire deux. Alors, est-ce qu'on a une guerre de retard ou est-ce qu'on a une classe dirigeante totalement pervertie par cette mentalité anticoloniale et autres. Ils sont incompétents, j'arrive même plus à les... Qui ne voient pas finalement la réalité des choses. Ce sont des petits gestionnaires, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus de mots, quoi. À chaque émission, je viens, je donne un qualificatif, mais là, j'en ai plus. Non, parce que vous avez tout à fait raison. C'est consternant. Et c'est à cette zone économique exclusive. Et dangereux parce qu'il y a cette zone économique exclusive, on a la deuxième du monde, et quand on sait les difficultés de l'économie française, c'est le moins qu'on puisse dire, on a l'impression d'une certaine inconscience. C'est tout à fait... alors, un spécialiste sérieux vous le dira. Si un jour, dans 5-10 ans, il y a un conflit asymétrique, sauf à le provoquer, avec la Russie, ça ne sera pas avec la Russie, pour nous. Ça sera avec les Chinois. On est en première ligne. Et ça, on ne le comprend pas. Voilà, donc peut-être mettre le paquet sur notre marine, sur voilà, tout, faire en sorte de protéger nos intérêts. Voilà, mais est-ce que les protéger, parce que, par exemple, pour revenir à la situation présente par rapport à la Chine, on sait que la Chine a des surcapacités de production en termes d'industrie manufacturière. Et qu'en plus, avec les droits de l'homme américains, elle est plus ou moins bloquée de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on craint un déferlement de produits chinois sur l'Union européenne et on ne voit pas comment... Ah non, parce que Trump le dit avec ses mots. Alors je le citerai pour pas mais parce qu'ils sont déjà vendus aux Chinois. Voilà, tout simplement. On parle de l'influence russe, mais j'aimerais bien qu'on voie l'influence chinoise chez certains politiques, chez certains groupes, chez certains, certains financements. L'Europe, on parle du Qatargate.
l'Europe. Et ce sont des faits, hein, j'invente rien, que vous tapez Qatargate sur tous les sites officiels. Oui, ça, c'est une notoriété publique. Les Qataris sont très, très efficaces dans ce domaine-là, et les Chinois sont experts aussi, hein, les Américains aussi, hein, tout le monde. Mais les Chinois sont très forts, mais on n'en parle jamais. Donc quand on n'en parle pas, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, sur ces relations entre la Chine et les États-Unis, on tâchera de terminer sur l'Europe et la France, mais le sort de Taïwan, à votre avis, est-ce que Taïwan à terme est condamné ou est-ce que les Américains arriveront... Un conflit, j'y crois pas. Ça fait presque 10 ans que les journalistes... parce que, pour l'instant, ils savent très bien que les Chinois ne peuvent pas se frotter aux Américains. Par rapport au niveau militaire, tout ça. Alors certains diront, mais non, déjà quand même, les Américains, c'est les Américains. Ont une expérience. Voilà, déjà. Et un truc tout simple que je dis aux journalistes, ils sont étonnés, la réserve stratégique. Voilà, la réserve stratégique. Alors, il y a 4-5 ans, la réserve stratégique, c'est la réserve de stock de pétrole que vous pouvez avoir en temps de crise, c'est-à-dire sans approvisionnement. Les Américains, c'est 6 mois, parce qu'ils sont producteurs de pétrole, etc. La France, c'est 2 mois, je crois. Donc, c'est en cas de vraiment de crise, combien de temps vous pouvez durer, cas de guerre, de conflit, d'épidémie, sur quel stock vous pouvez durer, en totale autarcie. C'est 2 mois pour la France, un peu moins, je crois. Les États-Unis, c'est 6 mois. La Chine, alors là, il n'y a plus de chiffres, hein, ou alors maintenant, ils sont faussés. Même mes amis qui sont spécialistes du domaine, ils n'arrivent pas à trouver. Il y a quelques années, c'était 7 jours. Donc, vous ne pouvez pas déclencher une guerre contre les États-Unis avec 7 jours de réserve de pétrole. Surtout que la Chine est relativement enclavée. Il y a le détroit de Malacca. Voilà. Pour accéder aux côtes chinoises... C'est pour ça qu'ils sont parce qu'en plus, ils en brûlent beaucoup. Ils sont très demandeurs, très friands d'hydrocarbures. Ils achètent partout. Parce les livraisons russes ne suffiraient pas, de toute façon. Voilà. Mais ça ne suffit toujours pas parce qu'ils en brûlent beaucoup. Donc, ils se diversifient beaucoup. Mais bon, ça ne suffit pas. Alors, aujourd'hui, officiellement, ils auraient 1 mois de réserve, mais c'est peu. Oui. C'est peu. Le chiffre officiel, c'est 1 mois. Mais alors, ils y travaillent. Ils cherchent du pétrole partout. Ils achètent du pétrole partout. Mais ce n'est pas encore ça. Après, les sociétés taïwanaises sont 78% chinoises maintenant. Oui, surtout qu'elles travaillent en plus. Donc là, je pense qu'il y a du bluff, tout ça, de la part des Chinois, mais je pense qu'ils n'ont qu'à attendre que le fruit tombe comme un fruit mur. Oui. Voilà, tout simplement. Surtout que les Américains, et Trump l'a compris, parce que l'intérêt de Taïwan, c'était que c'était un des pôles des composants. C'est la question que j'allais poser. Un des pôles mondiaux des composants, voilà. Et Trump, il a compris que ça posait problème, il est rapatrié, il a relancé, et ça c'est chapeau pour les Américains, bravo pour eux, nous on devrait faire la même chose, il a relancé la production américaine. Donc, alors ça va prendre du temps, mais en tout cas, pour ne pas être dépendant trop de Taïwan. Donc voilà. Alors, justement, les Américains font cet effort, alors ils se réindustrialisent dans le bon sens, avec de la haute technologie. Et en effet, l'Union européenne, la France dans tout cela, quand on voit les positions d'Emmanuel Macron, Proche et Moyen-Orient, enfin, on est, sans critiquer le président de la République pour autant, mais enfin, nous sommes quelque peu désorientés. On est complètement dépassé, on est complètement en retard de l'histoire. Et pas que Macron, certains dirigeants européens, même sur la Commission, ce sont des technocrates. L'affaire ukrainienne, c'est un désastre géopolitique. On est en train de se ruiner, on est en train de s'appauvrir, de s'affaiblir, on ne voit pas les vrais dangers. On laisse encore, alors ils font les principaux dangers géopolitiques de l'Europe, c'est l'islamisme, parce qu'on le laisse en notre sein grandir et prospérer en notre sein. On l'a vu avec tous les mouvements communautaires, il y a les frères musulmans derrière, hein, donc on laisse prospérer parce qu'il y a des intérêts avec le Qatar. Voilà, et l'autre grand problème, c'est les crises migratoires. Voilà, ça, ce sont les vrais dangers géopolitiques. Et après, à long terme, c'est la Chine, pour nous, pour la France, mais bon. Et voilà, nous c'est notre arc de crise du Sud, qui est très important. C'est pas la Russie, c'est pas l'Ukraine. Et voilà, donc on se fourvoie complètement dans cette histoire, tout en s'affaiblissant, en se divisant, en se ruinant, et on ne comprend pas, en critiquant Trump, alors que Trump applique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un sursaut. Alors je dis pas qu'il va réussir, hein. Là aussi l'historien me ferait être pessimiste, parce qu'à chaque fois qu'un grand empire était sur sa phase déclinante, il y a toujours en effet des sursauts. Le grand siècle français, il y a eu un sursaut de Napoléon, ça a duré une quinzaine d'années. L'Empire britannique et le sursaut Churchill, ça a duré même pas 10 ans.
peut-être que Trump et le sursaut, ça ne durera pas, parce que là, il part de loin, parce que les Chinois ont vraiment une influence et une puissance quand même assez importante dans le monde, voilà, en termes d'influence et d'investissement. Va-t-il y arriver à remonter l'Empire britannique, comme il le dit lui-même, hein, voilà. Donc, on l'aime ou qu'on l'aime pas, lui, il fait le job. Voilà. Donc, on devrait s'inspirer, à l'adapter, bien sûr, à la mentalité européenne, mais s'inspirer de ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, c'est bon pour les Américains. Voilà. Donc, nous, il faudrait que Est-ce que les populations européennes ont encore ce dynamisme, le dynamisme de puissance que les États-Unis ont encore? C'est ça le problème aussi. Ben, on le voit, on voit justement avec la révolution justement conservatrice, on voit qu'il y a une jeunesse qui est en train de se remobiliser. Il y a un pays comme l'Italie. Moi, je suis en histoire, vous savez, il ne faut pas être pessimiste. Bon, là, c'est vrai qu'on passe dans une phase, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de mots. Mais bon, on a connu des périodes plus terribles. On se relèvera. Ben, ça va être compliqué. Je ne vois pas comment pour l'instant, honnêtement, hein, même si c'est mon job de... Il y a des changements démographiques. Mais voilà, donc je suis très pessimiste pour l'Europe. Mais à la fois pessimiste, mais aussi optimiste, voilà, on se redressera. Certains pays ont déjà commencé, comme la Hongrie, la Pologne. Ça, voilà, il y a cette révolution conservatrice qui est en train de remobiliser, remotiver la population européenne, la jeunesse européenne, et qui comprennent les vrais dangers. Voilà, les vrais dangers, c'est pas la Russie, c'est la crise migratoire, c'est l'islamisme. Mais en plus, c'est des dangers qui sont très vite... on peut très vite les résoudre. Il suffit juste de la volonté et pas de l'idéologie. Voilà, donc à partir de là... Alors, il y a un dernier point, mais on n'a pas le temps de le développer. C'est un peu le défi démographique, c'est-à-dire quand on voit l'évolution démographique, même de la plupart des pays de la planète, c'est des évolutions démographiques descendantes, et à la fin du siècle, la population mondiale pourra décliner. Ça, c'est un enjeu à très long terme, mais c'est très important. Mais qui peut changer profondément la donne. C'est une constante en géopolitique, c'est la loi du nombre, c'est une constante géopolitique, et vous avez raison de le souligner. Et l'enjeu aussi de l'Europe, c'est la démographie aussi. C'est pour ça qu'on ne résoudra pas le problème démographique avec l'arrivée de nouveaux migrants, surtout pas. Merci Roland Lombardi, parce que malheureusement nous arrivons au terme de cette émission et nous avez tenu vraiment à des propos, un discours tout à fait passionnant. Et je rappelle que vous êtes le directeur de la publication du site d'information Le Diplomate. Alors il faut taper lediplomate.media sur un moteur de recherche, et vous avez, chers auditeurs, de remarquables articles qui sont en ligne et accessibles librement. Et ce ne sont pas des dépêches AFP, c'est vraiment le premier et le seul quotidien de géopolitique français. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure vos différents livres parce que nous arrivons au terme de l'émission. Donc, chers auditeurs, je vous remercie de votre attention. Donc, ce libre journal sera rediffusé dimanche prochain, 26 octobre. Puis, vous pourrez y accéder ou le télécharger si vous êtes donateur à l'association. Je remercie vivement Stéphane pour la réalisation de ce libre journal. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, à jeudi 20 novembre 2025. À bientôt. Au revoir.